Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En ouverture de ce journal, un retour en images sur l'accord d'association conclu hier à Londres entre le Maroc et le Royaume-Uni. Il redéfinit les champs de partenariat entre les deux pays pour une coopération économique plus renforcée après le Brexit. La semaine de l'artisanat à Paris, l'occasion de promouvoir le savoir-faire ancestral de nos artisans Ma'allem qui s'y consacrent avec beaucoup d'amour. Ces passionnés sont d'ailleurs désormais reconnus trésors humains vivants, une consécration officielle annoncée par l'UNESCO. À suivre également une immersion dans le bel univers de l'artiste Hicham Solahi. Ce sculpteur au talent intarissable met les masques africains au cœur de ses œuvres. Il s'en inspire, les sublime et leur donne parfois une seconde vie. Dans ce journal également, nous vous raconterons le parcours artistique de la jeune pianiste Radia Bqali. Cette native de Tanger revisite tous les répertoires de la musique classique, de Bach à Beethoven en passant par Chopin. Elle a même fini par imposer son propre style. Londres, première escale de ce journal, nous vous proposons un retour en images sur l'important accord d'association conclu hier dans la capitale britannique entre le Maroc et le Royaume-Uni. Un accord global qui restitue l'ensemble des avantages que les deux royaumes s'accordent et s'accorderaient toujours mutuellement après le Brexit. Cet accord entrera d'ailleurs en vigueur après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il touche plusieurs domaines. Éclairage tout de suite avec Mohamed Elchkar. Le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni scellent donc à Londres un accord d'association globale, mais cet accord n'entrera en vigueur qu'une fois que les accords Union européenne-Maroc cesseront de s'appliquer pour le Royaume-Uni après le Brexit. En d'autres termes, le nouvel accord signé hier à Londres restitue dans le contexte des relations bilatérales l'ensemble des avantages que les deux pays s'accordaient mutuellement dans le cadre de l'accord d'association Maroc-Union européenne. On l'a signé aujourd'hui et ça va rentrer en vigueur dès le moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Et bien évidemment, on ne sait pas encore quelle date est notre sortie. Comme vous avez pu constater cette semaine, il y a eu un débat assez féroce au sein du Parlement britannique. Donc on attend à voir à quelle date on va sortir de l'Union européenne, mais dès le moment de notre sortie de l'Union européenne, l'accord va rentrer en vigueur. Donc c'était très important de pouvoir signer cet accord avant notre sortie, afin de pouvoir garantir la continuité de nos relations commerciales après le Brexit. Le nouvel accord permettra donc d'assurer la continuité et la visibilité nécessaires aux opérateurs économiques, ainsi que la sécurité indispensable au développement d'investissements entre les deux pays. Les deux parties ont également procédé à la signature de 3 instruments juridiques, dont une déclaration politique. La déclaration politique qui vient d'être signée simultanément avec l'accord lui-même montre qu'on est dans un nouveau palier de nos relations bilatérales. On passe à un partenariat plus stratégique qui conforte une dynamique récente des relations bilatérales, mais qui exprime une ambition réelle, partagée, pour que la relation entre le Maroc et le Royaume-Uni soit plus forte, soit plus substantielle et soit plus une relation d'alliés plutôt que de partenaires commerciaux. Il s'agit également d'un mécanisme de règlement des différends et d'un accord mutuel sur l'accès au marché britannique de l'ensemble des produits en provenance du Royaume, dont les produits en provenance de la région du Sahara marocain. Le Royaume-Uni étant le 7e client du Maroc, son 11e fournisseur dans le cadre de l'accord de libre-échange Maroc-Union européenne. Pour le Royaume-Uni, quand on sort de l'Union européenne, il va falloir qu'on ait des nouvelles amis. Enfin, le Maroc, c'est pas un nouveau ami, mais on cherche à approfondir et renforcer les relations. Et le Maroc comme vraiment un allié, un partenaire dans l'Afrique du Nord, pour rentrer dans l'Afrique et pour utiliser vos relations en Afrique pour vraiment approfondir nos relations commerciales en Afrique aussi. Donc c'est pas seulement un accord commercial, enfin c'est un accord commercial, mais ça souligne l'importance croissante des relations politiques entre les deux pays aussi.
Les échanges commerciaux annuels entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni se chiffrent à plus de 18 milliards 300 millions de dirhams. Le Maroc exporte environ 8 milliards de dirhams vers la Grande-Bretagne. L'UNESCO célèbre la semaine de l'artisanat à Paris. Cette manifestation culturelle est l'occasion pour un public de différentes nationalités de découvrir la richesse du patrimoine culturel immatériel du royaume et avec lui le savoir-faire ancestral de nos artisans mêmes. Fnachak El-Alaoui, Abdellah Gennouni et Mariam El-Missi. Des bijoutiers, tapissiers et maîtres selliers à l'œuvre pour mettre au point leur création. Pour ces artisans aguerris, la machine n'a pas lieu d'être. Porteurs d'un savoir-faire ancestral, ils sont désormais reconnus trésors humains vivants, une consécration officielle que l'UNESCO s'investit à octroyer à ses praticiens talentueux. Nous œuvrons à mettre en place un programme dit de trésors humains vivants, une reconnaissance que nous attribuons à des personnes identifiées au préalable selon les normes fixées par l'UNESCO comme détenant un savoir-faire traditionnel. L'objectif est d'assurer la transmission de leurs connaissances aux jeunes générations. Et le Maroc a fait beaucoup d'efforts louable pour la protection de cette industrie qui représente la culture, l'identité, mais aussi qui a une valeur économique reconnue. Et aussi, c'est la fierté des gens et des communautés qui transmettent ces valeurs et ces connaissances à travers les siècles. Une pérennisation des métiers liés à l'artisanat, mais aussi un appui immense apporté à nos maîtres artisans. Ces praticiens qui incarnent la sagesse traditionnelle, dont la renommée n'est plus à justifier. Organisation de cet événement ici dans ce lieu stratégique qui est l'UNESCO et là où il y a les fonctionnaires et les administrateurs de tout le monde. Donc chose qui va nous permettre à faire connaître à ces gens-là notre richesse ancestrale qui est l'artisanat du Maroc. C'est quelque chose d'extrêmement important pour valoriser les connaissances, savoir-faire traditionnelles, richesse traditionnelle, mais aussi mettre ça dans le contexte de la suivi de développement durable, notamment dans l'éducation, où l'accent est mis sur les compétences et acquis professionnels. Et je pense que Maroc pourrait servir même comme un exemple. Un exemple qui illustre particulièrement bien le rôle joué par l'expertise marocaine en matière de transmission de la richesse de son patrimoine traditionnel d'une génération à l'autre, mais aussi son rayonnement à l'échelle mondiale jusqu'en faire un secteur moteur de l'économie nationale. Le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien à établir un État souverain, indépendant et viable avec Al-Quds Est pour capitale, conformément aux décisions internationales, a été vivement salué par les chefs d'État et de gouvernement du mouvement des pays non alignés qui s'est tenu à Bakou en Azerbaïdjan. Concernant la question du Sahara marocain, le mouvement qui a tenu son 18e sommet a réaffirmé dans son document final les résolutions adoptées depuis 2007 par le Conseil de sécurité de l'ONU, date de la présentation de l'initiative marocaine d'autonomie. Le président américain a annoncé cet après-midi la mort du chef du groupe terroriste Daesh. Tonight, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Donald Trump souligne que Abu Bakr al-Baghdadi a été tué lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Ces images montrent le site du raid aérien américain au cours duquel le chef de Daesh a été acculé par les forces américaines avant de se faire sauter, paraît-il, avec sa ceinture d'explosifs. Rappelant que l'homme le plus recherché jusqu'ici au monde avait été plusieurs fois annoncé mort pendant ces dernières années. En Irak, les tensions sont toujours vives. Ce dimanche encore, les étudiants sont redescendus dans les rues de la capitale Bagdad pour faire pression sur le gouvernement et concrétiser leurs revendications sociales. Hier, 10 personnes ont été tuées suite à de violents affrontements avec les forces de l'ordre.
Ce nouveau décompte s'ajoute aux 157 personnes tuées pendant la première semaine de ce mois-ci. Il s'agirait quasiment de manifestants abattus par balles réelles. Les manifestations au Liban, cette fois-ci, des manifestations plutôt calmes et pacifiques que ce dimanche, tout comme hier dans la nuit. Aucun incident grave n'a été enregistré. Des dizaines de milliers de Libanais ont d'ailleurs formé une chaîne humaine le long de la côte du pays, du nord au sud, afin d'afficher leur unité et une détermination intacte à chasser la classe politique, malgré les tensions qui montent. Le pari impliquait, selon les estimations, la mobilisation de plus de 100 000 personnes lors de cet 11e jour d'un soulèvement populaire inédit au Liban donc. Sport et karaté, cette belle distinction arrachée par le jeune Marocain Yessis Kouri. Il a remporté la médaille d'or chez les moins de 21 ans, offrant ainsi au Maroc son 3e titre mondial des championnats du monde de karaté qui se poursuivent dans la capitale chilienne Santiago. Lors de cette même journée, les Marocains Anas Alami et Mohamed Bahri ont remporté le bronze chez les U21. Bravo à nos champions. 9 candidats dans la marocaine Fatem Zahra Akhyar se sont qualifiés au prochain tour de la 4e édition de l'Arab Reading Challenge, le défi de la lecture arabe qui est organisé chaque année par la Fondation internationale Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Élève au lycée Qadiriya à Tétouan, Fatem Zahra Akhyar représente le Maroc après avoir remporté le concours national de lecture. Rappelons que la brillante élève marocaine Mariam Hassan Amjoun avait remporté le titre de l'année dernière. Bonne chance à la nouvelle représentante du royaume. Les masques africains, un héritage millénaire, c'est d'ailleurs l'un des principaux éléments de l'art traditionnel africain qui reflète la richesse de l'histoire, de la religion et des mythes de ce vaste continent. L'univers des masques est l'inépuisable source d'inspiration d'ailleurs de l'artiste sculpteur marocain Hicham Sollahi. C'est un reportage de Abdrahim Bachiri sur un commentaire d'Oumaima Ramli. Un masque dissimule des vérités et incarne des personnalités. En Afrique, il représente une forme de spiritualité. Porté, il investit la personne des attributs reconnus à une force à la fois divine et sociale. Parler des masques africains revient à parler d'un art, mais surtout d'une pratique rituelle qui a jalonné plusieurs étapes de vie. Le masque africain, en fait, c'est un objet d'art en premier lieu. C'est au-delà de l'aspect ethnographique, de l'aspect passeport, parce que chaque tribu qui voyageait dans le temps, il prenait son masque. Et en même temps, c'était aussi une cristallisation de plusieurs événements dans la vie, que ce soit le mariage, que ce soit la naissance d'un nouveau-né, que ce soit la mort aussi pour les masques funéraires. Passeurs de culture, ces masques se présentent sous plusieurs aspects. Divers matériaux s'imbriquent avec une profusion de formes pour rendre visible l'invisible. Un équilibre statique, une symétrie des formes qui a ébahi, au fil des temps, les plus grands artistes. L'origine du cubisme est africaine. On raconte que Picasso a été imprégné par ces masques, mais les écrivains et les critiques ont toujours nié cette vérité. En Afrique, un masque ne représente pas uniquement une figure sculptée. C'est un personnage, un être qui représente à la fois la divinité et la force de la société humaine. Romanesque, plurielle et tellement inspirante, Tanger est une ville qui adoucit les âmes et nourrit les sensibilités artistiques et la folie créatrice de Paul Bowles à Henri Matisse en passant par Bob Dylan. Et ce n'est pas encore fini, la ville inspire encore cette nouvelle génération d'artistes, celle dont nous allons tout de suite vous dresser le portrait. Elle s'appelle Radia Bqali, une jeune pianiste qui possède un intarissable talent au bout des doigts avec des rêves plein la tête. Des images signées Amir Sharqawi et Samira Asban sur un commentaire de Mounia Marouche. Regardez.
C'est avec une grande sensibilité que ses doigts survolent le clavier de son piano, ou comme il préfère l'appeler, son confident. Cette complicité entre la jeune pianiste et son instrument fétiche ne date pas d'hier. Elle est née quand l'artiste a commencé à jouer ses premières notes dans le Conservatoire national de Tanger à l'âge de 7 ans. Depuis, Radia ne peut plus se passer de son piano, à tel point qu'elle a fait de sa passion son métier. بالنسبة لي كتمثل لي المتنفس ديالي أولاً ثانياً. Le piano, c'est ma passion, c'est presque ma vie. Il me permet d'exprimer mes émotions qui se traduisent en notes. Quand je joue du piano, je me sens libre. C'est un vrai bonheur pour moi. Dès son enfance, cette musicienne accomplie a baigné dans les notes de la musique classique. Elle a approfondi par la suite sa formation musicale en Espagne et a obtenu son diplôme d'études de piano classique à Rabat. Et dans chacune de ses interprétations, comme à travers ses choix musicaux, elle veille toujours à suivre sa propre ligne. Ce qui fait de Radia une artiste exceptionnelle, une pianiste qui sait chanter les notes. النوتات الموسيقية هي واحد لغة حوار لغة تواصل واحد لغة عالمية. Les notes du piano composent une langue universelle, une forme de dialogue grâce à laquelle le pianiste et le public entrent en contact et même en symbiose. مجموعة من الحاجات. Plaza Toro, la place des arènes, est son espace favori où, sur chaque morceau, Radia mène un combat pour enchanter les mélomanes et surtout sensibiliser sur l'importance patrimoniale du lieu, menacé de disparition. Mais l'artiste ne compte pas s'arrêter là, elle a encore d'autres ambitions. Mon rêve, c'est de pouvoir composer un jour pour les grandes productions cinématographiques et de jouer avec un orchestre de renom. Et pourquoi pas avoir le mien? J'aspire également à créer une école de musique où les enfants qui manquent de moyens puissent s'initier à cette forme d'art. Utopique, plutôt ambition légitime. Surtout en quelques années seulement, son talent et sa personnalité ont réussi à bousculer le monde si feutré de la musique classique. Et c'est ce portrait tellement inspirant qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.